je vous ai dit. Alors, il se trouve que Shrek a été pareil, une saga importante pour moi, et je pense que sur la figure du monstre, évidemment, il y a de quoi en dire, notamment dans sa dimension parodique et sa déconstruction. Donc, je vous remets un petit peu le contexte des choses pour qu'on ait tous les mêmes cartes en main. Shrek, c'est tout simplement une saga de films qui court de 2001 à 2010. À l'origine, donc, c'est de l'animation en images de synthèse, donc états-unienne. C'est produit par DreamWorks Animation. Le premier a été réalisé notamment par Andrew Adamson et Vicky Jenson. Euh, il faut savoir que l'idée d'un film Shrek, enfin d'un film d'animation Shrek, vient d'un livre illustré de William Steig qui s'appelle Shrek, justement, paru en 1990. Donc, basiquement, le film le premier, va remporter un très grand succès et va permettre à DreamWorks Studios, cofondé, je le rappelle, par Spielberg, de se poser à l'époque en grand rival de Pixar, notamment pour l'animation. Euh, et donc, effectivement, ça devient une franchise avec des courts-métrages. Il est sélectionné au Festival de Cannes en 2001. Bref, il a eu une aura, ce film-là. Et c'est à tel point qu'en 2020, le film a été sélectionné par la National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès pour être sauvegardé en tant qu'œuvre culturelle importante. Donc, vous voyez qu'il y a, et à la base, je précise, normalement, les films d'animation qui ont cet honneur sont des films estampillés Disney. Donc là, vous voyez quand même l'une des ficelles de Shrek, l'une des grandes auras de Shrek, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, cette image-là qui se présente à vous, eh bien, il s'agit d'une source d'inspiration possible pour Shrek qui n'a jamais été vraiment confirmée par les studios, mais le fait est, cette ressemblance a été remarquée tout simplement. Et pour la question du monstre, c'est assez important. Le monsieur que vous voyez n'est autre que Maurice Tillet, donc un lutteur français qui est mort en 1954 et il a été immigré aux États-Unis et il a eu une carrière professionnelle importante. Il s'est fait remarquer et il est possible que Shrek lui doive ses traits ou partie de ses traits. Il faut savoir que pour la question du monstre, ce monsieur est important et ce n'est pas du coup péjoratif ce que je vais dire, mais c'est simplement qu'il est atteint d'acromégalie. Donc, acromégalie, c'est une maladie chronique qui fait notamment gonfler les os, qui distend la peau et qui peut notamment aboutir à des tailles gargantuesques et des gabarits très volumineux. Et quand je parle de monstre en parlant de Maurice Tillier, je ne cherche pas, rassurez-vous, à manquer de respect à sa mémoire. Le terme de monstre n'est pas à comprendre en termes strictement péjoratifs, mais simplement, je trouve qu'il y a un lien de parenté, disons, dans l'imaginaire, au moins dans l'imaginaire visuel, avec quelqu'un comme Boris Karloff, par exemple, du côté de la Hammer, qui a été largement assimilé au monstre de Frankenstein. Et je trouve que quelque part, que le fait qu'il ait possiblement, je mets des guillemets, possiblement donné ses traits à l'ogre Shrek est finalement un bel hommage à sa mémoire. Je précise également, je vais énormément parler de contes de fées, on y reviendra. Je vais énormément parler de contes de fées. Je précise que durant cette communication, je mets sous le vocable de monstre le thème de la créature merveilleuse, le thème de la merveille au sens où l'imaginaire arthurien, par exemple, pouvait l'entendre. Je mets le féerique au rang du monstrueux, comme a pu le faire Sébastien dans la communication précédente. Euh, je précise également que, à titre technique, que en français, enfin en France, de notre côté de l'océan, eh bien, c'est Alain Chabat qui campe Shrek, et du côté anglophone, c'est Mike Myers qui lui a donné un accent écossais, et on reparlera de l'âne qui est assez légendaire dans la saga. Donc, dans Shrek, on se place du point de vue de la parodie, très clairement. Le fait d'avoir fait de la figure d'ogre la figure principale du film, ça pose déjà un choix très clair. C'est-à-dire qu'on va se poser du côté de l'anti-héros.
dans un contexte parodique assumé. Donc, une parodie, pour qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle doit faire parmi ses impératifs? Parmi ses impératifs, me semble-t-il, elle doit connaître ses bases, elle doit connaître ce qu'elle parodie précisément pour pouvoir le détourner. Et il se trouve que du point de vue des contes et de la sémiotique du conte, dans Shrek, dans la saga Shrek, ça marche extrêmement bien. Alors, la figure de l'ogre, ça date pas de Shrek, loin de là, c'est une tradition littéraire et même orale très ancienne, et notamment du côté de la littérature arthurienne. Chez Chrétien de Troyes, Perceval, dans le Conte du Graal, se confronte déjà à une figure d'ogre. Autre exemple très célèbre et assez atroce, il faut bien le dire, c'est dans le petit Pousset de Charles Perrault. Rappelez-vous du conte, justement. Le petit Pousset arrive à flouer l'ogre et à sauver ses petits frères en faisant en sorte que l'ogre égorge par mégarde ses propres filles. Je dis que c'est atroce parce que c'est un fait, et ça permet aussi de rappeler, alors c'est une petite percée humoristique qui n'en est pas vraiment une. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire dessus. Le fait que les contes traditionnels, en particulier ceux qu'on destine aux enfants, les comptines, ne sont pas des parties d'une certaine violence. Je crois qu'on peut le dire. Quand on trouve des textes non censurés et des versions complètes de certains contes et de certaines chansonnettes traditionnelles, on se rend bien compte qu'il y a quand même une référence assez marquée à une grande violence. Et ça, c'est pour Sébastien. Il y a aussi quelque chose à dire du point de vue de la sexualité dans les contes, me semble-t-il, mais je ne suis pas du tout le premier à le dire, il me semble. Mais ça, on pourra en discuter. Le fait est que donc la figure d'ogre est une figure assez musclée, si je puis dire, dans l'imaginaire populaire. Rappelez-vous aussi des frères Grimm avec Hansel et Gretel, où on retrouve la figure de la sorcière, une sorcière qui serait ogresse finalement, puisque son but c'est de manger, c'est de faire cuire Hansel et Gretel. Donc, effectivement, c'est une figure répandue chez les monstres et c'est d'ailleurs une figure également répandue, également liée pardon, à la dévoration de la chair humaine. Ce sont des créatures qui dévorent les êtres humains. Et d'ailleurs, dans Shrek, Shrek fait toute sa réputation misanthrope sur le fait qu'il dévorerait, ou à ce qu'il paraît en tout cas, il dévorerait les êtres humains. Donc ça, on le retrouve fréquemment et c'est lié à un tabou très répandu en fait dans l'imaginaire et dans les cultures humaines, c'est-à-dire l'interdiction de consommer de la chair humaine. Rappelez-vous de Polyphème, donc c'est-à-dire le cyclope confronté par Ulysse. Si je ne dis pas de bêtises, il est dépeint comme un mangeur de chair, ce cyclope. Donc c'est une figure finalement ogresque également, et c'est une figure qui doit sa monstruosité au fait qu'il consomme justement de la chair humaine comme le dépeint un tabou donc répandu hein, dans beaucoup de cultures. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a vraiment un art de la parodie chez Shrek, puisque notre ogre vert, totalement misanthrope, est parfaitement conscient de la mauvaise réputation que lui font les contes. Et là, par rapport aux contes, justement, vous voyez l'image là sur mon écran, on parlait du livre, du grimoire magique. Il me semble que le livre de contes, le livre d'images, est aussi un thème très important, et c'est un thème très important la plupart du temps dans la saga Shrek. Je dis la plupart du temps puisque le troisième film est le seul des trois films qui ne commence pas par ce genre d'image livresque contée. En fait, ce qu'il se passe, c'est que les films 1, 3 et 1, 2 et 4, pardon, commencent comme l'on conterait un conte traditionnel. Voilà donc le principe de la belle emprisonnée dans un château gardé par un dragon crachant colère et flamme. Et le fait que le prince charmant, tout broching d'or, est parti pour la sauver et qu'un baiser d'amour va lui donner moult enfants et moult joie maritale, ou du moins espérons-le par la suite. Le fait est qu'on est dans un très gros cliché ici, véhiculé par les contes traditionnels. Mais il se trouve que, et je suis content d'avoir réussi à capturer ce moment précis du premier film, il se trouve que là, Shrek déchire le conte qu'il était en train lui-même de narrer, de lire. Hein, le narrateur se révèle étant Shrek dans le premier.
Il déchire la page du livre attestant d'un point de vue sémiotique, d'un point de vue symbolique, que le conte va se faire chahuter allègrement. Et d'ailleurs, la première scène de Shrek commence dans les toilettes. Donc, ça vous donne une idée assez précise de ce qu'il peut faire de la page. Littéralement, il s'essuie, pour rester courtois, avec la tradition. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Dans Shrek 2 aussi, par exemple, oui, alors je ne fais pas d'analyse film par film, j'essaye de faire des analyses plutôt transversales. On parlait de la fée tout à l'heure, de la sorcière, il y a aussi la mauvaise fée. Là, un autre personnage qui est détourné dans Shrek 2 notamment, c'est la marraine, Marraine la bonne fée, hein, c'est la marraine de Fiona. C'est une fée, mais qui va se trouver être l'antagoniste principal de Shrek 2 au profit du vaillant prince charmant. Et là, donc voilà, le brushing, il est là. L'un des antagonistes du 2, c'est le prince charmant, et l'antagoniste principal du 3, c'est Charmant qui va chercher à venger sa maman, Marraine la bonne fée, déboutée par Shrek et Fiona dans l'opus précédent. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est que quand Charmant va chercher Fiona dans le deuxième film, il ne se doute pas qu'elle a été sauvée déjà par Shrek, et il va se retrouver confronté à un loup, à défaut d'une dragonne, enfin, ou d'un dragon. Il va se retrouver confronté à un loup qui se trouve être un loup ressemblant au loup du petit Châteauron Rouge, puisque Shrek parodie plusieurs traditions de contes, et le loup va lui apprendre qu'il garde le domaine pendant que Shrek et Fiona sont en voyage de noces. Donc on se trouve dans une situation où la narration est battue en brèche, puisque dans le deuxième film, c'est Charmant qui prenait le rôle de narrateur, mais comme il ne peut pas sauver sa belle, eh bien, dans ces cas-là, la tradition du conte s'annule effectivement. Autre thème pour le moins très important, c'est l'hybridité. L'hybridité, je vous parlais des merveilles tout à l'heure. S'il y a bien une tradition qui a été largement répandue, et c'est le cas notamment au Moyen Âge, on va en parler un petit peu plus avant tout à l'heure quand on parlera du maléfice de Fiona, le fait est que les relations hybrides sont également très prisées par les contes et les petites scénettes. Rappelez-vous au Moyen-Âge, hein, les scènes de tribunal d'animaux, le roman de renard, ou ne serait-ce que les animaux de La Fontaine. Voilà, plus tard évidemment, voilà, les animaux anthropomorphes sont particulièrement utiles et répandus. Là, il se trouve que justement, encore une fois, on s'amuse avec la tradition. Le gardien de la prison de Fiona n'est donc pas un dragon, mais une dragonne, qui va s'amouracher de l'âne parlant et qui va concevoir avec elle des animaux hybrides. Alors, quant à la conception, le processus de conception, je vous avoue que quand j'étais petit garçon, eh bien, c'est une question qui me taraudait, l'idée de cette conception un petit peu contre nature et le fait qu'ils aient pu avoir des animaux mi-âne, mi-dragon en guise de progéniture. Mais je suis sûr qu'Internet a largement proposé ces hypothèses parce que vous connaissez la règle 34, mais je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de me documenter à ce point-là. Le fait est, cabotinage mis à part, que les animaux hybrides sont effectivement une tradition importante. Hein. Euh, chose suivante, donc là, évidemment, le film peut s'amuser, puisque je vous rappelle les faits. Les créatures féeriques sont considérées comme justement des monstres par Lord Farquaad dans le premier film, qui décide de les débouter, et ils se retrouvent, alors c'est pas des boat people, mais presque, ils se retrouvent forcés d'immigration dans le marais de Shrek, qui n'est pas du tout content de ce squattage et qui décide d'aller se plaindre en haut lieu auprès de Lord Farquaad et qui va, par un concours de circonstances, se retrouver le champion censé délivrer la princesse Fiona et de la ramener à Lord Farquaad. Et il se trouve que justement, cette image-là prouve qu'il va y avoir un premier problème, puisque Fiona, qui est a priori en tout cas, qui est une princesse belle et attendue quelque part, qui respecte elle-même les traditions, qui d'ailleurs se choque
dans le premier film que Shrek soit aussi expéditif avec la tradition, alors qu'elle aurait bien aimé qu'on lui récite quelques poèmes épiques, un sonnet, une chanson, ou au moins qu'on essaye d'être un minimum galant avec elle, mais ce n'est pas trop le mode de pensée de notre ami l'ogre, justement. Et là, déjà, il va y avoir une première grosse dissonance, c'est que le chevalier servant n'est pas celui qu'on attendait, et la princesse n'est pas celle qu'on attendait, et pas uniquement à cause de sa malédiction dont on va parler juste après ici. Euh, Certes, Fiona est une princesse qui va se révéler être maudite, mais il y a autre chose, c'est qu'elle a une vigueur au combat, elle a un franc-parler, elle a une capacité à se défaire des brigands et autres marauds à grands coups de tatane, chose qu'on n'attend pas vraiment d'une princesse de conte traditionnelle qui est plutôt cantonnée à rester dans sa tour, justement, en attendant que le preux chevalier servant veuille bien daigner la sauver. Et donc Fiona, déjà, est en porte-à-faux de cela, puisqu'elle se débrouille par elle-même, et ce n'est pas faire Shrek la délivre, mais quand ils se font attaquer par des brigands, eh bien, elle se défend toute seule très largement. Alors, justement, tout le problème de Fiona, c'est ça. C'est le fait que la nuit, elle soit une ogresse selon une ritournelle qu'elle a apprise. Donc le jour sourira, la nuit pleurera, ogresse tristement, un baiser recevra, et ce jour tu seras belle aux yeux de ton amant. Et alors que l'âne va s'émerveiller de cette petite ritournelle, Fiona va donc lui expliquer que c'est une malédiction qu'une sorcière, encore une fois, une sorcière, lui a jetée, petite fille. Alors on ne sait pas trop pour quelle raison, d'ailleurs. Il me semble que ce n'est pas raconté dans la saga. Il paraît qu'un cinquième épisode est en préparation. Est-ce que ça va revenir sur ce point de l'histoire? Je l'ignore. En tout cas, le fait est, on va découvrir dans le film, par l'intermédiaire surnaturel de l'âne parlant, que Fiona est effectivement une ogresse la nuit. Et ce qui est intéressant, je reviendrai sur les images d'avant, c'est que là encore, on peut questionner la tradition médiévale. Alors, puisque la thématique de la damideuse, c'est une thématique que l'on retrouve notamment dans le mariage de Sir Gawain et Dame Ragnell, qui est un poème qui date du 15e, et comme toutes les traditions médiévales, on en trouve différentes versions, notamment on en trouve une dans les contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, avec donc la thématique de la damideuse. Je vous résume les choses. En gros, il s'agit de Sir Gromer, qui se trouve être un géant, justement, qui vient voir Arthur pour le défier. Hein. Vous savez que Arthur est souvent mis à mal dans son fief, parce que euh, pour que ses chevaliers, plutôt que lui-même d'ailleurs, puissent s'illustrer. Et en fait, le géant, lui, le met au défi de savoir ce que veulent les femmes, ce que veulent réellement les femmes, et de lui apporter la réponse. Et il s'avère que Arthur se trouve bien embêté, mais on peut toujours compter sur Sir Gawain, le preux chevalier vert, enfin, ou du moins le héros de l'aventure du chevalier vert plutôt. Euh, du coup, il va aider son oncle à chercher la réponse et se rendre en une forêt enchantée dans laquelle se trouve Dame Ragnell. Donc Dame Ragnell étant une vieille femme, hein, on en trouve plusieurs versions ici, une femme qui n'est pas justement la belle des contes courtois, hein, vraiment qui est atteinte par l'âge et qui est dépeinte comme étant difforme. Mais Dame Ragnell lui dit que elle connaît la réponse à sa question et qu'elle le lui dira si Gauvin accepte de l'épouser. Alors Gauvin est bien embêté, mais au nom d'Arthur et au nom de la vérité, au nom de la quête, eh bien, il va accepter de donner de sa personne et de se marier avec cette dame. Et il se trouve que par magie, par merveille, lors de la nuit de noces, elle se transforme en une ravissante princesse. Le fait est que le conte n'est pas fini. Enfin, du moins, la magie, la merveille n'est pas terminée. On apprend par la suite que cette transformation n'est que temporaire. Et donc, Dame Ragnell va lui poser la question. Soit elle reste la vieille femme, soit elle reste la belle princesse, en fait. Et Gauvin de répondre, c'est à vous de choisir. Je vous laisse le choix. Et en cela, il résout
la merveille, il résout l'énigme du géant, en cela que le conte nous dit ce que désire toute femme, c'est d'avoir le choix. C'est d'avoir le choix voilà, de choisir sa vie, de vivre comme elle l'entend et de vivre comme il lui sied, en fait. Et il me semble que c'est là une possible inspiration, ça n'a pas été clairement décrété ainsi, mais c'est une possible inspiration pour Fiona parce que effectivement, Fiona sera belle aux yeux de son amant, et l'amant, c'est un amour considéré comme contre nature, justement, par les autres, par les antagonistes de Shrek. L'ogre est tombé amoureux de la princesse, et quand il échange le baiser d'amour avec Fiona, eh bien, elle reste ogresse. Et du coup, Fiona en est surprise au départ. Ce baiser devait me rendre belle. Et Shrek de répondre, mais vous êtes belle aux yeux de l'amant ogre que je suis. C'est à comprendre. Il me semble qu'il y a là une citation de justement ce mythe traditionnel de la dame hideuse à qui on va finalement laisser le choix. Et là, du côté de Shrek. Donc, évidemment, c'est une morale à destination des enfants, mais il n'y a là aucun problème, puisque les bons films pour enfants, à mon sens, sont les films qui parlent aussi bien aux adultes, et il me semble que Shrek le fait très bien, la saga Shrek le fait très bien. Chose aussi que je veux vous préciser, le fait que, voilà, aussi, le fait que là, on joue avec la tradition dans Shrek 2, puisque dans Shrek 2, je vous l'ai dit, l'antagoniste est Marraine, la bonne fée, qui refuse absolument que sa filleule épousât un ogre et reste au statut d'ogresse. Alors Shrek va accepter de donner de sa personne et de finalement changer ce qu'il est, changer sa nature ogresque profonde pour l'amour de Fiona en absorbant une potion qui le transformera en preux chevalier. Ce sera la même chose pour l'âne. Mais du coup, évidemment, la transformation ne tiendra pas au nom de la vérité et au nom de la beauté intérieure de chacun, puisque la potion ne modifie pas la personnalité, elle ne modifie que le physique ici. Chose intéressante aussi, les mythes, vous le savez, les mythes et les contes, et je voulais un petit peu montrer avec les différentes versions, ont plusieurs versions. Et Shrek 3 a un certain nombre de défauts, je dirais. Il est peut-être plus faible que ses films confrères, mais il a quand même des côtés très intéressants. Je vous l'ai dit, Charmant, le prince charmant est l'antagoniste principal de ce film qui cherche non seulement à prendre le contrôle du royaume, mais également à faire payer Shrek pour ce qu'il a fait à sa famille. Et pour arriver à ses fins, Charmant va parler aux méchants de contes de fées dans un bar mal famé, la pomme empoisonnée comme de juste, et il va toucher leur corde sensible en leur disant qu'ils sont les méchants des contes et que personne ne s'est préoccupé de leur bien-être finalement. Les princesses se sont contentées d'épouser leur prince et les affreuses belles-sœurs, méchantes fées et autres sorcières se sont retrouvées dans l'oubli quelque part, dans l'oubli. Et c'est là qu'arrive le nain tracassin. Alors, pour ceux qui ont vu Shrek 4, vous allez me dire, mais c'est pas le nain tracassin, lui. C'est pas le tracassin qu'on a vu dans Shrek 4. Alors, pour deux raisons. Sans doute qu'au moment de Shrek 3, le quatrième opus n'était pas tout à fait encore en germe et en production, mais c'est surtout que, eh bien, on nous rappelle que les mythes ont plusieurs versions. Donc là, nous avons bien l'idée d'un nain tracassin ici, mais seulement peut-être plus proche d'un conte traditionnel, hein, puisque il se trouve que le nain tracassin, c'est Rumpelstiltskin. Donc, alors, je suis désolé si mon allemand est catastrophique, hein, mais je fais ce que je peux. Il se trouve que c'est une figure de conte populaire allemand où, en fait, là, pareil, je vous résume l'histoire. Hein, on entend la rumeur un jour qu'une fille de paysan, d'un pauvre paysan, est capable de changer la paille en or. Et il se trouve que le roi du royaume attenant est avide de richesse et demande à la jeune fille de travailler pour lui, de trimer pour lui et de lui faire ad vitam des brins d'or à partir de la paille. Et va apparaître un nain, donc le nain tracassin, qui propose à la jeune fille de prendre sa place sur le rouet en échange d'une faveur qu'il lui demandera en temps et en. Et donc,
Le nain revient ainsi, il scelle l'accord et le nain revient ainsi 3 fois. Et à la troisième fois, il demande à la jeune fille, eh bien maintenant, je demande à ce que tu payes mon dû, puisque entre-temps le roi l'a fait reine. Je demande que le premier enfant que tu auras de ce mariage me soit remis, voilà, me soit donné. Évidemment, la jeune fille fait mine d'oublier l'accord euh, et, euh, et le nain menace de prendre l'enfant par la force, à condition, euh, oui, pardon, non pas à condition, sauf si, pardon, la jeune fille parvient à deviner son nom. Alors elle fait plusieurs tentatives et il se trouve qu'un jour, donc elle échoue, mais un jour un serviteur va entendre Tracassin fredonner une ritournelle et il se trouve que par mégarde, dans la ritournelle, il parle de lui et il dit son nom. Alors la jeune fille lui donne la réponse, lui donne son nom et le nain Tracassin est floué et disparaît. La sentence est levée. Et j'aime beaucoup ce personnage-là dans Shrek 3. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez que je suis attentif aux détails, il a une tétine tatouée sur le bras. Et en plus, Charmant parvient à à, à pincer sa corde sensible en lui disant où est l'enfant que cette Péronnelle t'avait promis. Et là, évidemment, c'est une référence directe, me semble-t-il, à la tradition du conte populaire allemand, où effectivement, Tracassin a réclamé l'enfant à la jeune femme. Et c'est ainsi qu'il va réussir à rallier Tracassin à sa cause. Et vous voyez la figure du cyclope ici. Donc là, on a le cyclope, là, on a sur la gauche, on a la reine de Blanche-Neige, pardon, et on a également à la droite Stromboli, le directeur du cirque qui a exploité Pinocchio. Donc, il parvient charmant à les rallier à sa cause en disant textuellement: il était une fois, on nous a condamnés un jour à être des ratés, mais toute histoire comporte plusieurs versions et la nôtre n'a pas été écrite. Donc on va reprendre la tradition et on va réécrire les contes. Et ça, c'est une chose que même actuellement, c'est quelque chose qui est fréquent. On aime beaucoup, tu disais Sébastien tout à l'heure, qu'on appréciait nettement plus le Joker que Batman. Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'on apprécie beaucoup plus les méchants des contes que les héros. C'est le cas d'une série, me semble-t-il, comme Once Upon a Time. Si je ne dis pas de bêtises, ça mettait largement en scène les méchants des contes de fées, voire même les enfants de ces méchants-là. Donc voilà, ici on a vraiment dans Shrek 3 l'idée que les méchants vont reprendre le pouvoir. Voilà. Et dans Shrek 4, bah là, tu vois, Sébastien, encore des sorcières, encore et toujours, qui sont les sbires de Tracassin. En fait, ce qui se passe, c'est que Shrek est en manque de sa réputation d'ogre méchant, ou du moins supposé ogre méchant. C'est un père de famille un peu pantouflard, et il aimerait bien retrouver sa vie passée. Et il se trouve que Tracassin est donc un autre Tracassin, l'antagoniste de Shrek 4, est très contrarié que Shrek ait sauvé Fiona, il voulait s'en servir comme moyen de pression sur le roi et la reine pour prendre leur royaume en leur signant un contrat, évidemment un contrat maléfique, hein, qui les aurait fait disparaître et qui aurait mis leur royaume à ses basques. Il se trouve que Shrek a annulé le sortilège de Fiona et que Tracassin a tout perdu. Et d'ailleurs, chose intéressante, quand le quatrième film commence, le narrateur qui lit le livre de contes n'est autre que Tracassin, et il le lit où? Dans une bibliothèque. Ce qui signifie, bibliothèque dont il se fait d'ailleurs virer pour déchirer le livre. Si c'est dans une bibliothèque, ça veut dire que le film nous explique en substance, je crois, que l'histoire de Shrek et Fiona fait désormais partie de la tradition et est désormais un conte populaire au même titre que les contes populaires que je vous ai cités. Mais Tracassin, évidemment, n'est pas satisfait de cette situation et, et du coup, va tendre un piège à Shrek pour lui dire qu'il peut retrouver sa vie passée par transaction magique. Il suffit juste pour cela qu'il lui donne un jour de sa vie. Et Tracassin choisit bien évidemment le jour de la naissance de Shrek. Il ouvre donc une réalité parallèle dans laquelle Fiona est restée ogresse puisqu'elle n'a jamais été sauvée. Et surtout, elle s'est sauvée toute seule. Elle est
à la tête d'un mouvement de résistance des ogres et ogresses contre Tracassin. Je vous ai parlé tout à l'heure de la révélation du secret, n'est-ce pas, de Fiona et du fait que, par exemple, pour Tracassin, pour le Tracassin des contes traditionnels, c'est un serviteur qui avait entendu fort heureusement le nom du nain. Eh bien, en fait, pour moi, l'âne est très, très important dans la fonction du secret. Et justement, je vous parlais de l'entrée AT500 du motif index, c'est-à-dire l'aide surnaturelle. Et il se trouve que Tracassin est considéré comme faisant partie d'une aide surnaturelle. Et l'aide surnaturelle, comme vous le voyez, elle n'est pas forcément bénéfique. Mais en pendant de ça, je crois que l'âne de Shrek est absolument essentiel. Déjà parce que c'est le sidekick rigolo, hein, il est atteint littéralement de logorée. Je crois que dans les 4 films, il ne se passe pas 2 minutes sans qu'il n'ait une punchline. Donc voilà, c'est le sidekick rigolo, mais pas seulement. C'est aussi l'aide surnaturelle de Shrek. C'est aussi celui qui va mettre Shrek en face de ses contradictions, qui va le pousser justement, un peu comme sa conscience, qui va le pousser justement à aller plus loin que ses apparences et justement à s'investir, à prendre ses responsabilités, notamment de héros de son propre compte. Et il se trouve que la scène de révélation, deux scènes de révélation, et je terminerai là-dessus. Il y a une première scène de révélation dans Shrek 1, justement, où l'âne, par mégarde, rentre chez Fiona alors que nous sommes la nuit, et que donc la nuit, conformément à sa malédiction, elle est transformée en ogresse. Fiona ne parvient pas à se cacher, l'âne va se rendre compte, donc il va lever le voile sur le passé, sur la malédiction de Fiona. Et donc Fiona va se livrer à lui réciter sa comptine, lui expliquer la malédiction, et elle va dire surtout ne dis rien à Shrek, ce qui va établir d'ailleurs un terrible quiproquo où Shrek va être persuadé qu'on le rejette alors qu'en fait non. Mais c'est la punchline de l'âne à ce moment-là qui me paraît essentielle. L'âne lui répond: je ne vois pas l'intérêt de savoir parler si je ne peux pas révéler les secrets. Donc, du coup, l'âne se pose comme étant c'est le gardien du secret, mais c'est aussi celui qui va le délayer, qui va le révéler. Et ce qui me semble très, très intéressant, c'est que la thématique du gardien du secret, c'est aussi une thématique des mythes très intéressante. On trouve, par exemple, des serviteurs qui vont cracher, qui vont chuchoter de lourds secrets dans la terre, et ça va donner des arbres mystiques, par exemple. Donc, le fait de garder le secret et de s'en libérer est une thématique extrêmement importante. Et je terminerai là-dessus, le rôle de l'âne est essentiel dans Shrek 4, hein, puisqu'il va l'aider à retrouver sa vie passée. Et surtout, par rapport au secret, euh, il faut savoir que Tracassin ourdit son mauvais plan dans Shrek 4 en apprenant la détresse de Shrek, en surprenant une dispute entre Fiona et Shrek, donc, à propos de sa vie passée. Et donc, il va, là aussi, être l'oreille indiscrète qui va se servir du secret intime de Shrek, c'est-à-dire par rapport à son désir d'autrefois, finalement, son désir où il était un ogre, et il va détourner le côté bénéfique de l'aide surnaturelle en s'en servant contre Shrek. Et donc, il me semble que la saga Shrek est d'une très grande richesse sémiotique pour justement le côté parodique, le côté détournement des créatures merveilleuses.